Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Sens Public. La promesse est dans le titre, vous le savez, donner du sens à l'actualité, vous proposer des clés de compréhension des crises que nous traversons. Et voici le sommaire de ce 21 novembre. La COP27 se termine sur un accord d'indemnisation des pays pauvres pour les dégâts climatiques qu'ils subissent. Mais pour l'instant, la Chine ne veut pas y participer. Ça reste un point de blocage important parce que la Chine se voit et se présente encore comme un pays en développement. Pour inciter les Chinois à payer, Emmanuel Macron propose un sommet en juin prochain à Paris. Que vaut cet accord de la COP, accord à minima? L'Europe est-elle en avance sur d'autres régions du monde pour lutter contre le réchauffement climatique? On en débat juste après ces titres. Et puis dans 3 quarts d'heure, on se penche sur l'avenir de la culture et du spectacle vivant en France. Moins de public dans les salles, des prêts à rembourser, les prix de l'énergie qui explosent. C'est une équation impossible pour les théâtres privés. Le constat et des amorces de solutions de nos experts à découvrir tout à l'heure. Mais d'abord, cet accord intitulé Pertes et dommages arrachés au prix d'une prolongation de la COP en Égypte. Que contient-il? Pourquoi ce sommet n'a-t-il pas permis d'accélérer dans la lutte contre le réchauffement? Explication Jonathan Dupriez. Beaucoup d'efforts pour un accord en demi-teinte. À Sharm el-Sheikh, la COP27 s'achève sur une déclaration finale, appelant certes à une réduction rapide des émissions de gaz à effet de serre, mais sans ambition nouvelle par rapport à la COP de Glasgow en 2021. Ce que nous avons là, c'est un pas en avant, mais bien trop court pour les habitants de la planète. Cet accord n'est pas assez contraignant pour pousser les principaux pays émetteurs de gaz à effet de serre à plus d'efforts pour réduire leurs émissions. Seule avancée de taille, la création d'un fonds pour compenser les dégâts du changement climatique subis par les pays les plus pauvres. Une victoire pour les pays du Sud, arrachée à la toute dernière minute, grâce au revirement de l'UE, puis des États-Unis, finalement favorables au dispositif. Même si de toute évidence, cela ne suffira pas, c'est un signal politique indispensable pour reconstruire la confiance brisée. Les voix de ceux qui sont en première ligne de la crise climatique vont enfin être entendues. De leur côté, les ONG, elles aussi, saluent un progrès en matière de justice climatique. C'est vraiment une victoire majeure pour la réponse aux impacts climatiques et pour la justice climatique, puisque la création de ce mécanisme de financement pour les pertes et dommages constitue vraiment l'aboutissement d'une lutte de plus de 30 ans par les pays en développement pour que enfin les pays développés puissent contribuer à la réponse aux impacts climatiques. Mais la COP27 restera marquée par cet échec notable. Les 196 pays présents ne sont pas parvenus à s'attaquer aux énergies fossiles, pourtant les principales responsables du réchauffement climatique. Une reculade, laissant penser que cette conférence mondiale sur le climat s'est davantage attaquée aux conséquences de la crise climatique plutôt qu'à ses causes. Je vous présente tout de suite mes invités. Ronan Dantec, bonsoir, bienvenue. Vous êtes sénateur écologiste de la Loire-Atlantique, vice-président de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ici au Sénat. Anne Bringot, bonsoir, bienvenue. Vous êtes coordinatrice des programmes au réseau Action Climat. Fergan Aziari, bonsoir. Vous êtes essayiste, auteur de ce livre, Les écologistes contre la modernité, le procès de Prométhée, qui est publié aux éditions Presse de la Cité. J'accueille également Mathieu Croissando, bonsoir et bienvenue Mathieu, éditorialiste politique. Je rebondis évidemment sur la principale annonce de cette COP27, je le disais en titre, fonds d'indemnisation des pays les plus pauvres, Ronan Dantec. Est-ce que c'est quand même un vrai progrès ? Alors c'est à la fois un progrès parce que, comme ça a été dit, c'était quand même très attendu, très demandé par les pays les plus vulnérables depuis longtemps. Donc il fallait ce signal, mais je crois que c'est pas encore financé et que surtout je pense que l'Europe en a fait le cheval de Troie, le levier pour remettre en cause ce qui est le socle de la Convention depuis Rio, c'est-à-dire cette fameuse liste, ce qu'on appelle dans le jargon de la COP annexe 1, c'est-à-dire les pays industrialisés qui doivent payer pour leurs responsabilités communes mais différenciées par rapport à des pays qui sont aujourd'hui considérés comme des pays en développement et qui donc ne payent pas, comme le Qatar, comme la Chine. Et l'Europe a été très claire en disant « OK pour le fonds », mais on le financera tous. Et la Chine a tout de suite répondu non. Donc je pense qu'en fait, c'est peut-être une COP historique de la fin, finalement, du monde de Rio. Ça ouvre une nouvelle ère. Ça ouvre, à mon avis, une nouvelle ère où, aujourd'hui, il faut que tous ceux qui participent réellement au réchauffement, dont la Chine, 14% des émissions historiques quand même, la Chine aujourd'hui, des classes moyennes qui émettent plus que les classes moyennes européennes,
que la Chine, effectivement, devient aussi un contributeur. Et de fait, elle n'y est pas prête de ce qu'on entend depuis. Vous y étiez à cette COP. Il a vraiment été arraché de justesse, cet accord. Il y a une prolongation de 24 heures. Est-ce que c'est un peu comme quand il y a des négociations sociales en France où il y a la mise en scène de la nuit au niveau européen, la nuit de veille pour arriver à l'accord? La nuit, toujours. J'ai toujours connu la dernière nuit, les coups de théâtre, les portes qui claquent. Mais je crois que c'est quand même extrêmement important ce que l'Europe a dit. Je trouve que l'Europe a assez bien joué en disant maintenant, ça suffit. On arrête avec le monde finalement des non-alignés de la période soviétique. Ce n'est plus le monde réel. Donc il va falloir discuter du monde réel. Ça va entraîner une négociation très très dure. Parce que derrière, c'est des centaines de milliards qui sont sur la table. Donc qui va financer les pertes et préjudices? Comment va se passer demain? Et l'OMC va émettre un premier avis là-dessus. L'arrivée de la taxe carbone aux frontières de l'Union européenne permise par justement l'engagement européen de baisse de moins 55 ou moins 57% des émissions. On rentre dans un monde qui va être extrêmement, extrêmement dur dans les négociations. Mais je crois qu'il fallait passer par là. Donc cette COP là-dessus est peut-être un succès, même si les résultats, on les verra dans 2-3 ans. Anne Bringot, ce fonds, la pertes et dommages, c'était une revendication des associations, des ONG depuis longtemps? Depuis des décennies quasiment. Pourquoi? Il faut imaginer, on est comme dans une copropriété. Vous avez créé un dégât des eaux, il y a une grosse fuite d'eau depuis des années, et puis les gens de l'appartement du dessous, l'appartement il est totalement dévasté. Et vous refusez de payer pour les dégâts causés. C'est ça le problème, c'est que les pays du Nord ont émis des gaz à effet de serre qui ont créé ce changement climatique, qui créent les sécheresses, les inondations, la montée du niveau des mers, dans des pays qui n'ont pas causé ce changement climatique. L'Afrique, c'est 4% des émissions mondiales. Et les pays qui ont causé ces émissions de gaz à effet de serre disent non, on ne va pas payer les dégâts. Donc là, disait. Voilà. Donc maintenant, ils disent OK sur le principe. Donc reste à voir qui va payer. Est-ce que ce sont les pays les plus émetteurs historiquement? Est-ce que la Chine, qui émet beaucoup maintenant, doit payer? Mais les dégâts, ils sont causés depuis des décennies. Donc, il faut quand même regarder qui est responsable des émissions de gaz à effet de serre depuis ces décennies. Qui va toucher cet argent? Est-ce que ce sont les pays les plus vulnérables? Ou est-ce que le Pakistan, par exemple, qui a vécu des inondations dramatiques, va pouvoir percevoir ces financements? Et quel sera le montant? Puisque, comme le disait Ronan Dantec, on parle de centaines de milliards de dollars par an. C'est des montants considérables. Donc, on peut supposer que les mois à venir vont être assez houleux au niveau des discussions. À vous entendre l'un et l'autre, on se dit que c'est le plus difficile qui commence, Mathieu. Juste quand vous dites des décennies, ça se calcule depuis l'ère industrielle, par exemple? C'est depuis le début de l'ère industrielle, effectivement, où on s'est appuyé beaucoup sur le charbon, qui est très, très émetteur de gaz à effet de serre. Et tout ça accumulé fait que les États-Unis restent de loin le pays le plus émetteur, bien avant la Chine. Fergan Aziari, est-ce que vous aussi, vous y voyez un progrès? Que pensez-vous de ce fonds d'indemnisation? Écoutez, ce fonds d'indemnisation est une bonne idée, c'est-à-dire que, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, les externalités négatives qui ont été historiquement générées par les pays riches méritent en effet un mécanisme de compensation. Maintenant, il faut bien comprendre que c'est quand même un pansement sur une jambe de bois et qu'on traite davantage les symptômes que les causes. Et moi, il y a une chose qui me gêne, c'est que parmi les causes de la vulnérabilité des pays pauvres, il y a aussi la question du sous-développement qui n'est pas abordée. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que le succès des pays face au changement climatique dépend aussi des trajectoires de développement économique et technologique. Quand vous vous appelez Israël et que vous avez les moyens de dessaler l'eau de mer, vous êtes beaucoup moins vulnérable aux sécheresses que lorsque vous appelez Madagascar. Quand vous vous appelez les Pays-Bas et que vous avez les moyens d'avoir des dispositifs de protection côtière ultra sophistiqués, vous êtes moins vulnérable à la montée des eaux et aux inondations que lorsque vous appelez le Bangladesh. Or, la question de la trajectoire du développement économique et technologique n'est pas posée puisque madame... Oui, mais cet argent pourra servir à ça. Alors, pourra servir à ça s'il est bien employé, en effet. Mais vous savez, l'aide publique au développement, ça fait des décennies qu'on en parle, ça fait des décennies que beaucoup d'économistes, malheureusement, constatent son inefficacité en raison des mécanismes de corruption, en raison de tout un tas de choses qui font que ce développement industriel est insuffisant. Madame disait tout à l'heure que ça fait des décennies qu'on parle de ce mécanisme. Je trouve que cet argument, il est aussi révélateur, quelque part, d'un échec. C'est-à-dire que comment se fait-il que pendant des décennies, beaucoup de pays, notamment du Sud, ont été incapables d'amorcer leur décollage industriel pour s'armer davantage. Pour bien comprendre, vous le dites, part de responsabilité des pays du Sud, si je comprends bien. Et je pense qu'il y a aussi effectivement matière à interpeller les pays du Sud pour comprendre comment leur incurie les maintient dans le sous-développement. Je prends juste un exemple. Prenez un pays comme la Corée du Sud. Il y a encore 60 ans,
la Corée du Sud avait un PIB par habitant inférieur à l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, la Corée du Sud est une locomotive de l'économie mondiale. Ce pays est même en train d'exporter des réacteurs nucléaires aux pays émergents. Donc c'est une arme aussi pour lutter contre le changement climatique. Or, vous avez plein de pays qui sont à la traîne et il me semble qu'on ne peut pas simplement se poser la question envisager le rapport Nord-Sud à travers le prisme de la charité sans poser aussi la question. C'est de la réparation. Sans poser la question, très bien, mais sans poser la question aussi de la persistance du sous-développement dans un certain nombre de pays, ce qui pose la question de la responsabilité aussi des élites des pays du Sud, qui n'est pas suffisamment interrogée, me semble-t-il, dans ces instances multilatérales. Mathieu. Moi, j'avais une question. Est-ce qu'on parle d'une indemnité qui serait versée ou est-ce qu'on parle de financement de projets pour mener la transition? En gros, est-ce que c'est un chèque ou est-ce que c'est un financement de projet? Allez-y, financement, parce que là, on parle des pertes et dommages, donc c'est c'est payé pour des dégâts causés et ce n'est pas effectivement un fonds pour le développement. Mais il y a d'autres fonds qui avaient été prévus dès Copenhague en 2009, une COP précédente, pour l'atténuation, donc la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et là, effectivement, on peut aller vers un développement plus vert. Et vers l'adaptation, donc comment faire évoluer son agriculture, ses infrastructures pour résister à un climat qui, dans tous les cas, change. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs fonds. Voilà. Le fonds dont il était question hier, c'est un fonds où on versera une indemnité au gouvernement des pays concernés. Ça se passera comment? On ne le sait pas encore. C'est-à-dire, en fait, et comment on va la définir? Comment dire tel pays a droit à tant? C'est un cadre de départ. La négociation va commencer. On a mis en place à Sharm el-Sheikh un comité de mise en place de ce fonds, comme on fait pour tous les fonds. Donc c'est l'habitude de l'ONU, et ce comité va travailler au moins 2 ans avant de faire des propositions. Et comme on sait qu'effectivement aujourd'hui les nouveaux grands émetteurs ne sont pas prêts à financer, je pense que ça va être assez tendu. Généralement, il y a toujours un compromis à la fin. Mais comme le dit Anne Bringot, il faut bien voir qu'il y a un premier engagement des pays développés à Copenhague, 2009, c'était il y a quand même 13 ans, l'engagement des fameux 100 milliards après le dîner chez la reine, qui n'a pas été tenu. Et ça, c'est un vrai problème dans la confiance entre le Nord et le Sud, puisqu'on est toujours à 82 milliards, on n'atteint pas les 100 milliards. C'est fondamentalement la faute des États-Unis. La France, globalement, en termes de pourcentage, a fait sa part. Donc ça a quand même beaucoup fragilisé la COP, qui est par définition une recherche de consensus. Bon, donc ça, c'est un fait. Donc il y avait perte de confiance. Il y a une perte de confiance. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois qu'effectivement, il faut faire pression sur la Chine, sur les pays arabes, en disant vous avez aussi une part de la responsabilité historique quand vous atteignez 14% des émissions pour la Chine, 14% pour les économies du sud-est asiatique, c'est les 28% des États-Unis. Donc historiquement, on arrive pratiquement aux mêmes masses entre l'Asie, l'Europe et les États-Unis aujourd'hui. C'est plus discutable. Oui, mais en termes historiques, on arrive à peu près au même. Donc il faut à la fois que la Chine change sa logique, et ça va être très compliqué, mais il faut aussi que les États-Unis assument enfin l'engagement pris en 2009 et qu'ils ne tiennent toujours pas. Et ça va être difficile avec le Congrès tel qu'il est. Sur la Chine, on y revient tout de suite, et je vous propose d'écouter un extrait de l'interview du ministre de l'économie ce matin sur France Info. On en a vu un court passage dans nos titres. Il reconnaît que ça se complique en termes de financement et de pays qui acceptent de payer. Nos confrères lui demandent, est-ce que la Chine devra abonder ses fonds d'indemnisation? Ça reste un point de blocage important parce que la Chine se voit et se présente encore comme un pays en développement. Ils disent sur des critères qui datent de 1992. Oui, mais ils disent argument à l'appui. Nous sommes plus d'1 milliard d'habitants. Nous avons encore un taux de pauvreté qui est important. La Chine est aussi un des principaux émetteurs de CO2 au monde. Donc la Chine a une responsabilité sur le climat qui est une responsabilité très lourde. C'est pour cela que le rendez-vous de 2023 proposé par le président de la République est décisif. Il faut que les grands États, la Chine en premier, puissent prendre ses responsabilités. Pour ça, il faut un lieu pour en débattre. Ce sera le lieu de cette conférence du financement du climat. Alors effectivement, conférence de financement du climat annoncée par Emmanuel Macron sur Twitter. On va lire les propos du président de la République. Lors de la COP27, la France et l'Europe ont réaffirmé leur engagement pour le climat. Nous avons besoin d'un nouveau pacte financier avec les pays les plus vulnérables. J'y travaillerai avec nos partenaires en vue d'un sommet à Paris avant la prochaine
COP. Double question, Fergan Aziari. D'abord, ce sommet et le fait que il se déroule en France, qu'Emmanuel Macron tente de prendre une sorte de leadership sur l'organisation. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis ensuite, effectivement, quel sens? Est-ce que c'est pas l'échec d'un dispositif, l'échec annoncé d'un dispositif si la Chine n'y participe pas? C'est en effet un risque d'échec si la Chine, les pays émergents de manière générale boudent ce rendez-vous, mais tout va dépendre de la manière dont les pays du Nord finalement traitent ce phénomène, et tout dépend de leur discours. Parce que si vous voulez, moi ce qui m'étonne un petit peu, c'est la surprise des commentateurs des pays riches qui se désolent de la réticence des pays du Sud. Pardon, mais aussi longtemps que nous ne comprendrons pas qu'il n'y a rien de plus indécent, si vous voulez, d'arriver face aux Chinois, aux Indiens, aux Africains et de leur dire simplement arrêtez d'émettre des émissions de gaz à effet de serre sans leur donner de solutions alternatives pour se développer sans recourir à ces énergies fossiles, aussi longtemps que nous tiendrons un discours exclusivement culpabilisateur sans proposer de solutions concrètes, nous ne susciterons que de la réticence de la part de ces pays-là. Donc il faut aussi que les pays du Nord trouvent... et c'est vrai de la Chine d'aujourd'hui, ça, l'argument que vous portez. Mais le PIB par habitant de la Chine, il ne faut pas seulement regarder la Chine dans son ensemble, il faut rapporter son nombre d'habitants, et il me semble 4 fois inférieur à celui de la France aujourd'hui. Donc en effet, c'est un pays qui est encore légitime à se considérer comme un pays émergent. Ceci dit, la Chine est aussi en mesure, elle a aujourd'hui une avance technologique qui est considérable, qui lui permet par exemple de prendre des mesures ambitieuses en matière d'énergie décarbonée. Donc elle a aussi une responsabilité, elle le fait déjà. Il y a déjà mais les pays riches, du fait de leur responsabilité historique et du fait de leur statut, des moyens technologiques et économiques dont ils disposent aujourd'hui, ont une responsabilité aussi qui est celle qui consiste à dire, eh bien nous avons des solutions technologiques à vous proposer, on va investir dans vos pays pour décarboner votre industrie, vous délivrer à la fois de la misère et des énergies fossiles. Mais si on arrive avec un discours... C'est pour ça que vous prenez l'exemple de la Corée du Sud, par exemple, qui arrive avec ses centrales nucléaires. C'est-à-dire que la Corée du Sud, pour moi, est l'exemple parfait, c'est le modèle à suivre. C'est un pays qui a un programme très ambitieux en matière d'exportation d'énergie nucléaire. Donc ils vont toquer à la porte des Jordaniens, des Émiratis, des Polonais, des Brésiliens, et ils leur disent, voilà, vous voulez de l'énergie décarbonée, on vous en donne. Et ça a une quadruple vertu à la fois économique et environnementale. Économique parce que, en enrichissant les pays du Sud, on enrichit l'humanité, mais aussi environnementale, puisqu'en réduisant les émissions internes des pays en voie de développement, eh bien, vous réduisez aussi vos émissions importées. Donc c'est un jeu mutuellement profitable et on a tout intérêt à le mettre en œuvre davantage. Oui, enfin, c'est pas le nucléaire coréen qui va stabiliser le climat planétaire. Ça, c'est assez évident en termes quantitatifs. Il y a beaucoup de questions sur la table. Donc, et chacune de ces questions mérite des heures de débat. On ne va pas avoir le temps de plusieurs heures par question, quand même. Même si on essaye d'offrir du temps à nos experts. Les classes moyennes chinoises urbaines aujourd'hui émettent par habitant, et ça c'est parfaitement documenté, plus de CO2 que les classes moyennes européennes. Ça, aujourd'hui... En moyenne, hein oui, parce qu'effectivement, la Chine reste beaucoup adossée. Les classes moyennes, vous disiez la population chinoise dans son ensemble. La population chinoise rurale sert à baisser le bilan, mais quand on regarde comment on vit à Shanghai, comment on vit dans les grandes villes chinoises... Il émet plus de CO2 que le français moyen. Il émet plus de CO2. C'est-à-dire la transition chinoise va moins vite parce qu'il y a encore énormément de charbon. Il y a aussi le fait que la Chine, qui fait des efforts sur le renouvelable, ça c'est évident, a un problème cette année. Et ça, il y a un excellent rapport Climate Change, vous pouvez aller sur le site qui essaye de décrire l'évolution des émissions. On voit par exemple que la baisse de la pluviométrie, la baisse de l'eau disponible dans les barrages a entraîné un pic des émissions en Chine, au Brésil, parce qu'il a fallu reprendre du charbon, du gaz en termes de production électrique. Mais on a effectivement sur les émergents aujourd'hui des évolutions assez intéressantes. La France, effectivement, joue un rôle assez leader. Alors, il ne suffira pas qu'Emmanuel Macron convoque un sommet pour qu'on stabilise les flux financiers à l'échelle planétaire. On est bien d'accord. Mais ce sommet, il y en a besoin. Vous êtes d'accord pour dire qu'il faut passer par ce sommet. Il y a des mécanismes intéressants vis-à-vis des émergents. C'est ce qui avait été vu à Glasgow l'année dernière, où les banques de développement occidentales proposent finalement des prêts à l'Afrique du Sud, et des prêts conséquents, plusieurs milliards, pour sortir de l'économie du charbon. Ça a été calé là aussi, un accord avec l'Indonésie de la même manière à cette COP. Le problème principal qu'on a, c'est que moi je suis extrêmement inquiet pour l'Afrique. La Chine elle-même a dit qu'elle ne financerait plus le charbon africain, que sur le renouvelable, l'Afrique décroche. C'est vraiment un epsilon des investissements sur le renouvelable, et que si ça continue comme ça, on va avoir effectivement les pays occidentaux
les grands émergents qui continuent de se développer, mais une Afrique qui ne trouve plus le financement de sa transition énergétique. Pourquoi ? Et cette question-là est vraiment sur la table. Alors, il y a des tas de raisons pour cela, mais moi, je suis assez inquiet de ce qu'on voit, d'un risque de décrochage encore plus fort de l'Afrique si on ne trouve pas les financements, et notamment le fonds vert servait à ça. Oui, Anne Bringo, un mot là-dessus. Le coût des financements pour les renouvelables en Afrique est beaucoup plus élevé qu'en Europe ou ailleurs. Donc c'est vrai que... parce qu'il y a tout à faire ou... Parce que c'est peut-être des pays qui présentent plus de risques financiers, et donc finalement on prête à un taux plus élevé. Et donc clairement là il y a un rôle à jouer effectivement pour les pays riches, de les accompagner dans ces investissements. Alors pour l'instant, les fonds apportés, les fameux 100 milliards qui sont 83 milliards, c'est essentiellement des prêts. C'est vrai que les pays riches prêtent beaucoup d'argent, notamment pour les renouvelables. Le problème, c'est que ce sont des pays déjà endettés. Alors on rajoute de la dette sur de la dette et ça ne les aide pas vraiment. Il faut davantage de dons et il faut effectivement les aider aussi sur les énergies renouvelables. Mais on n'a pas parlé aussi d'autres usual suspects, c'est les pays producteurs d'hydrocarbures qui ont quand même freiné beaucoup cette alors ça, j'ai prévu d'en parler. Effectivement, ça se passait en Égypte, la prochaine se passe à Dubaï, donc c'est pas forcément très rassurant. Ça freine un petit peu l'action contre le changement climatique. J'espère qu'on aura le temps d'en dire un mot. Alors, on parlait d'Emmanuel Macron qui va organiser, Mathieu, ce sommet du financement à Paris au mois de juin. Alors, Emmanuel Macron, il reçoit ce soir des chefs d'entreprise, ça va être intéressant. Et là aussi, on va parler de transition énergétique. Oui, parce que c'est une équation complexe pour le président qui va devoir retrouver son mantra favori du et en même temps, car c'est bien beau de vouloir s'afficher comme le champion de la transition écologique, de la transition énergétique. Enfin, je dis c'est bien beau, c'est nécessaire, bien évidemment, je plaisante. Mais encore faut-il que cela ne se traduise pas en naufrage industriel ou naufrage économique pour le président. Donc l'exécutif multiplie les gestes à destination des entreprises, à la fois pour les aider, pour les rassurer et pour leur offrir ce qu'elles adorent, ce qu'elles veulent le plus, de la visibilité. Pour faire face, pour les aider, l'exécutif a ressorti le carnet de chèques pour faire face à la crise énergétique, c'est la crise du moment, en mettant 10 milliards d'euros d'aide sur la table avec des critères assouplis, des procédures raccourcies, histoire de les toucher le plus vite possible. C'est un geste qui était très attendu par le secteur industriel, en particulier, qui a vu sa facture énergétique multipliée. Alors les estimations varient, mais par 3 ou par 4 depuis 2019. Ça, c'est pour maintenant, c'est-à-dire pour aider les entreprises qui menacent de mettre la clé sous la porte à cause de la flambée des prix de l'énergie. Et alors, à plus long terme, pour rassurer ces entreprises, ces chefs d'entreprise, qu'a privilégié ? Alors là, c'est aussi un pas de deux, parce que pour les rassurer, le chef de l'État reçoit à tour de bras à l'Élysée. Début novembre, il a convoqué les directeurs des 50 sites industriels les plus polluants de France, ceux qui représentent à eux seuls 10% des émissions de gaz à effet de serre du pays. Et il leur a proposé un deal. Vous divisez par 2 vos émissions de CO2 et l'État multipliera par 2 les aides à la décarbonation qui a été prévue pour les accompagner. Il y avait déjà 5 milliards d'euros sur la table. L'addition va donc se monter à 10 milliards. Comme on le voit, les chefs d'entreprise sont comme les enfants, ils aiment bien les chiffres ronds. Le président de la République entend démontrer ainsi que si l'enjeu il est évidemment climatique, il est aussi industriel. Il a dit début novembre, nous avons un avenir si nous savons tenir ensemble 3 grands objectifs, le climat, l'industrialisation et la souveraineté. Et ce dernier mot de souveraineté est aussi un mot qui compte. Ce sera d'ailleurs l'objet d'une grande partie de ce dîner de ce soir à l'Élysée. Alors vous nous faites le plan de table. Qui est invité ? On va avoir des grandes entreprises industrielles européennes. Ça va de Engie, Ericsson, Unilever, AstraZeneca, Air Liquide, Volvo, BMW. À toutes ces entreprises, le chef de l'État entend demander de rester. Car s'il y a des industries qui menacent de mettre la clé sous la porte, il y a aussi celles qui menacent de quitter l'Europe. Et pourquoi elles quittent l'Europe ? À cause de l'inflation, ou elle quitterait l'Europe à cause de l'inflation énergétique, ça c'est une chose, mais aussi parce que quand on est un chef d'entreprise européen, on regarde un peu où est-ce qu'on est le mieux accueilli dans le monde, et les États-Unis s'apprêtent à débourser une somme absolument considérable pour financer un énorme plan d'investissement pour la transition énergétique et écologique au sens large cette fois-ci, 367 milliards d'euros. C'est un chiffre qui fait trembler en Europe, où on s'insurge contre ce qui apparaît comme de la concurrence déloyale dans cette guerre de la transition écologique. Mais en Europe, on se paye souvent de mots parce qu'on est incapable de riposter. Il y a eu des propositions de European Buy Act, vous savez, pour essayer de faire du protectionnisme à l'européenne, mais ça reste encore une forme de gros mots pour la souveraineté. Alors, sur cette capacité à résister à ce plan d'investissement, parce que c'est faramineux, effectivement, 367 milliards d'euros. Ronan Dantec, est-ce que l'Europe, c'est l'une des questions que je souhaitais aborder dans ce débat, est-ce que l'Europe a la capacité à devenir une sorte de moteur de la transformation énergétique ou environnementale du monde ? Parce que, je le disais tout à l'heure en introduction,
le plan européen, le Fit for 55, qui est un effort assez colossal, hein, moins 55% d'émissions de CO2 en 2030, c'est énormément d'investissements et de vraies mutations. Ça va avec une taxe carbone aux frontières. Dont ne veulent pas les Chinois, dont ne veulent pas les Américains. Mais l'Europe sait très bien qu'elle ne peut pas faire cet effort sur sa décarbonation si elle ne se protège pas son marché intérieur, justement. Oui, mais on est dans les mots ou dans les actes? Non, on n'est pas dans les mots du tout. L'OMC doit rendre un premier avis. Donc l'Organisation mondiale du commerce, je rappelle. Sur cette taxe carbone aux frontières, qui est permise justement parce qu'il y a le Fit for 55. On ne le dit pas assez sur le Fit for 55. Parce que sans ce plan européen, on ne peut pas justifier auprès de l'OMC de se rajouter une taxe carbone aux frontières. Donc ça va changer beaucoup les choses. On est là aussi, on est dans deux niveaux. Un moment de crise où on prend à peu près tout ce qui est disponible. Par exemple en gaz de schiste, qui ont une empreinte carbone proche du charbon. Hein. C'est à peu près le même niveau d'émissions de CO2 entre le gaz de schiste et le charbon. Donc ça, c'est dans la crise actuelle pour pas casser la machine. Et demain, par contre, très clairement, ça veut dire que ces gaz de schiste, avec leur empreinte carbone, seront très, très défavorisés sur le marché européen par rapport, y compris à des gaz normaux. Donc, non, l'Europe n'est pas quand même le ravi de la crèche. Non, c'est pas oui. Aux États-Unis, on peut avoir des aides directes pour acheter des voitures électriques américaines. Est-ce que l'Europe peut mettre en place, favoriser les achats de produits européens autrement que par cette... Pour l'instant, c'est pas le cas. On n'ose pas le faire. C'est vrai que pour relier avec la COP, ce qu'on n'a pas trouvé dans la COP, il y a des financements des dégâts du changement climatique. Il n'y a pas les moyens de réduire ces dégâts en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Et il n'y aura pas parce qu'il y a des pays qui bloquent, notamment les pays producteurs d'hydrocarbures. Donc ça, il va falloir le faire chez nous, en France, en Europe. Effectivement, il y a des moyens pour l'industrie lourde. Et sur l'industrie lourde, finalement, ça avance pas si mal en France parce que c'est quelques sites. On sait faire, on va transformer les technologies. Par contre, sur la mobilité, là, on n'a pas réellement les solutions. Emmanuel Macron avait une seule mesure dans son programme électoral, un leasing de 100 € pour un véhicule électrique pour les ménages de bas revenus. Est-ce que vous l'avez vu arriver? C'est pas encore mis en place. C'est prévu pour 2024 dans quelques territoires. Pourquoi? Et puis de toute façon, pour l'instant, ça fait acheter aux Français des véhicules chinois. Parce que les constructeurs français ne veulent pas fabriquer des petits véhicules électriques parce qu'ils ne margent pas dessus. Il n'y a pas de marge. Donc là, l'État, il va falloir quand même qu'il fasse quelque chose pour effectivement inciter fortement les constructeurs automobiles à produire des véhicules qui sont utiles à la population française et européenne, c'est-à-dire des petits véhicules électriques. On pourrait parler aussi des investissements dans le ferroviaire. On attend vraiment des montants importants là-dessus pour pouvoir avoir des alternatives à la voiture, des choses sur le vélo, la rénovation des logements pour réduire la facture énergétique. Ça, c'est un levier ultra efficace, important. Donc voilà, maintenant, c'est chez nous qu'il va falloir faire ces actions pour réduire vraiment notre consommation d'énergie et la facture énergétique de la France, qui est énorme. Attention quand même au discours protectionniste, parce que moi, ce discours-là m'inquiète aussi, parce que je rappelle que la transition écologique, c'est quand même un chantier coûteux, qui est davantage accessible aux pays riches qu'aux pays pauvres, et casser la mondialisation et donc freiner l'enrichissement des pays pauvres, je ne suis pas sûr que c'est la meilleure manière de leur donner les armes nécessaires pour investir. Enrichir la Chine... Oui, je voudrais qu'ils soient moins pauvres. Je voudrais qu'ils soient moins pauvres. Je voudrais qu'ils soient moins pauvres pour davantage investir dans leur transition écologique. Un marché intérieur largement suffisant pour leurs petits véhicules électriques et le montre. La mondialisation, la mondialisation, ensuite le climat. Ça va mal finir votre histoire. Non, ce n'est pas du tout incompatible, monsieur, puisque encore une fois, vous pouvez tout à fait utiliser la mondialisation pour investir dans la décarbonation des pays du Sud. Le marché des capitaux a cette vertu-là. L'économie mondialisée, le marché des capitaux a cette vertu-là qui permet d'investir. Donc je pense qu'il faut utiliser la mondialisation pour décarboner les économies émergentes. Mais en revanche, si, attention, on revient dans une logique de guerre commerciale et de protectionnisme qui appauvrit toute l'humanité... On est en guerre commerciale. Si on joue cette logique de guerre commerciale jusqu'au bout et qu'on casse la mondialisation et donc qu'on réduit l'enrichissement de l'humanité, je ne suis pas sûr qu'on permette à la plupart de ces pays de s'armer face au changement climatique. Mais là, attention, j'ai tendance à rejoindre Ronan Dantec, c'est-à-dire que les autres la pratiquent, la guerre commerciale. Donc il faut bien que l'Europe réagisse. C'est pas parce que quelqu'un se tire une balle dans le pied que vous devez faire la même chose. C'est pas parce que quelqu'un fait des bêtises que vous devez faire la même chose. Donc c'est pas parce que, pardon, je vais prendre un exemple un peu caricatural, mais c'est pas parce que des pays sont complètement autarciques qu'il faut les imiter. Donc non, au contraire, les pays émergents sont des pays qui généralement n'ont pas beaucoup d'épargne et de capitaux. Donc les pays riches qui sont régulièrement accusés d'être en excès d'épargne. Des capitaux.
Oui, mais monsieur, on peut toujours investir davantage pour accélérer le processus. Pourquoi freiner les efforts existants? L'Europe a été le gentil naïf pendant très longtemps, en étant très ouvert à tout vent. On a vu avec la crise sanitaire puis la crise énergétique qu'il y avait probablement un enjeu. Des centaines de millions d'êtres humains qui ont été sortis de la pauvreté par la mondialisation et qui verraient leur ascension. Allez, Ronan Dantec, à vous. Ronan Dantec, à vous. Là, on est parti très très loin. Je crois qu'il faut revenir effectivement sur la COP, mais c'est en lien avec... c'est lié, hein. C'est-à-dire, en clair, je crois que l'Europe, pour moi, c'est une COP presque historique. Ça paraît pas comme ça dans le résultat, parce qu'on n'a pas stabilisé le climat. Mais l'Europe a dit clairement, on ne joue plus. On remet en cause la base de Rio, la Convention. Donc ça fait effectivement tousser beaucoup les Chinois, voire les Américains derrière qui jouent un jeu toujours assez compliqué. L'Europe met effectivement sa puissance économique à travers la taxe carbone au service d'une mondialisation régulée. C'est ça ce qui est en train de se jouer. C'est la principale chance du climat. C'est-à-dire de dire, si vous voulez avoir accès au marché européen demain, il faudra faire un effort sur le climat. Certains le font. Un pays comme l'Indonésie, par exemple, qui a longtemps été montré du doigt sur la question de la déforestation. C'est quand même à l'huile de palme. Enfin, vous voyez bien les débats qu'on a pu avoir. L'Indonésie, aujourd'hui, a des résultats sur sa baisse de déforestation, très intéressant. Et derrière, on arrive, c'est un des accords Sharm el-Sheikh, avec des financements pour la sortir de l'économie du charbon. Ça, c'est intéressant. Rapidement, c'est-à-dire qu'on peut inverser une spirale négative rapidement, si on reprend l'exemple de l'Indonésie. Oui, le rapidement, c'est pas 6 mois, hein, c'est quand même... On est globalement sur une décennie. Moi, je pense qu'on est vraiment sur une décennie de changement de modèle. On a une COP très importante qui arrive aussi. Ça, c'est un des acquis de cette COP, c'est qu'avec l'arrivée de Lula, on aura une COP en Amazonie qui sera une COP autour de la reconquête de la forêt. Alors ça, c'est quand? Parce que la prochaine est à Dubaï, c'est ça? Oui, donc c'est 2025 au Brésil, ça sera la COP. D'accord, ok, voilà. Très bien. Ça sera très important, et y compris avec des flux financiers de compensation qui font débat, mais qui seront certainement captés par la reconquête forestière. On est dans un monde qui bouge. Moi, je suis contre le climato-fatalisme. Ça va pas assez vite, on est tous d'accord. Il faut que la France se prépare à un plus 4 degrés. Je le dis dans d'autres enceintes avec ma casquette de président du comité d'orientation du programme d'adaptation nationale. Mais c'est quand même un monde qui bouge. Plus 4, on n'arrivera ni à 1,5, ça c'est mort, ni à 2, ni à 3. Vous dites plus 4. On ne peut pas dire que plus 1,5 degrés, c'est mort. Enfin, non, mais je réagis au propos de y compris les climatologues. La pente est extrêmement raide. Si on poursuit les émissions comme actuellement, on atteint 1,5 degré en 2037-2040. D'accord, mais si on veut limiter à 1,5, il faut vivre la période du premier confinement pendant 5 ans, c'est ça? Il faut effectivement réduire de manière extrêmement drastique. Donc on n'y arrivera pas. Tous les moyens se valent non plus. L'enjeu, c'est réellement d'avoir en tête que chaque dixième de degré compte. C'est pas un sujet léger. Non, mais je ne dis pas que c'est un sujet léger. C'est des États insulaires qui sont submergés. Bien sûr. Si on passe à 2 degrés, c'est 55 millions de personnes en plus qui souffrent de la faim en Afrique. Donc c'est pas léger. Donc il faut vraiment effectivement des transformations radicales. On se rend peut-être pas compte à quel point ces transformations sont radicales, mais elles sont nécessaires. Alors, si on dépasse un peu 1,5 degré, l'idée c'est de rebaisser d'ici à la fin du siècle pour revenir en dessous de 1,5 degré. Donc il ne faut surtout pas lâcher l'affaire. Il faut revenir à 1,5 degré, même si on passe par un peu plus haut. Allez, j'apporte à ce débat une autre réaction, celle du député socialiste de l'Essonne. À propos de ce fonds d'indemnisation, Jérôme Guedj, il dit cette COP27, c'est un échec, et ce fonds est même le révélateur de l'échec. On l'écoute. Ce fonds-là, c'est d'une certaine manière en creux le révélateur de l'échec. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à interdire les énergies fossiles. Oui, mais on peut dire aussi que c'est un premier pas. Mais évidemment, mais sauf que vous voyez que là, on est déjà dans la catastrophe. J'entendais tout à l'heure une image très parlante. C'est comme si sur le Titanic, au moment où on a percuté l'iceberg, on allait indemniser les passagers de 3e classe. Je veux dire que c'est pas ça dont on a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, le réchauffement climatique, c'est la menace absolue, et on a le lobbying, la pression de ces pays producteurs d'énergie fossile. C'était le cas en Égypte. Et quand on sait que la prochaine COP, elle aura lieu à Dubaï en 2023, on se dit que nous n'avons pas pris la mesure. On est sur le Titanic, on se prépare à indemniser les passagers de 3e classe. L'image, Anne Margot, elle est frappante. Je pense qu'elle est
pas loin d'être juste, parce qu'effectivement, le Titanic, Nicolas Hulot en avait parlé, il avait fait un film sur le sujet, c'est une image qu'on reprend souvent. Je pense que maintenant, en fait, on est rentré dans l'iceberg. Il y a quelques années, on aurait pu dire on pouvait encore dévier. Maintenant, voilà, on est rentré dedans. La question, c'est comment on arrive effectivement à faire qu'il y ait le moins de morts. Et donc, effectivement, là, il y a un financement des dégâts parce qu'il y a des gens qui sont déjà malheureusement très mal en point. Oui. Mais par contre, on peut encore quand même sauver la plupart des personnes et donc réduire les émissions. Et c'est vrai que c'est ça l'enjeu. C'est pas seulement de financer des dégâts, mais c'est de réduire ces dégâts. Et cette réduction-là, malheureusement, ça a coincé à Chamal-Cher. J'ai vu, on en notait que vous n'étiez pas du tout d'accord avec Jérôme Gage, mais c'est pas. Je reprends son argumentation. C'est-à-dire qu'effectivement, on dit cette COP, on peut considérer qu'elle est réussie parce qu'il y a eu la décision d'ouvrir ce fonds d'indemnisation, même si on l'a bien expliqué, on ne sait pas encore qui va payer et comment, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt d'un accord qui n'a pas été... alors peut-être d'ailleurs qu'il n'était même pas sur la table des négociations, mais c'est pas une raison, sur la limitation du réchauffement. Il ne s'est rien passé en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'engagement pour aller plus vite dans la réduction de ces émissions. Mais moi, c'est vrai que ça fait 15 ans que je suis les COP, des effets de plateau sur le climat, même moi j'ai dû en faire un certain nombre, vous en trouverez. C'est facile de faire un effet de plateau sur le climat, c'est facile d'utiliser l'image du Titanic dans un sens ou dans l'autre. C'est pas la question. Cette COP, c'est pas une réussite, c'est pas un échec, c'est le début d'un mécanisme. Mais si cette COP, pardon de vous interrompre, si cette COP ne sert pas aux États à prendre des engagements plus profond, et donc c'était la COP de l'année dernière, plus rapide. Oui, mais on va pas refaire la même COP tous les ans, ça sert à rien. Si on considère que ça n'est pas allé assez vite, les choses se jouent à l'échelle nationale en réalité, c'est-à-dire que le fait que le pétrole et le gaz ne soient pas dans un texte qui parle du changement climatique et ça depuis le début des COP, c'est quand même un problème. Mais qui bloque, vous disiez les pays producteurs, l'Arabie Saoudite, la Russie, l'Égypte, pays hôte qui produit beaucoup de gaz, et l'année prochaine à Dubaï, ça va être pareil. Donc on voit bien que le processus. Et pourquoi on les organise dans ces pays-là? Parce qu'il faut les associer quand même ils sont volontaires. Et du coup, le processus onusien sur ces enjeux réellement de baisser les émissions de gaz à effet de serre, il montre ses limites. Et c'est là où je vous rejoins. L'accord de Paris, qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé le fait que ça soit finalement au niveau des États que ça doit se passer. C'est maintenant les États qui, eux, font une contribution. Donc au niveau européen, c'est l'Europe qui apporte une contribution. Et c'est bien là où on doit baisser les émissions parce que attendre la COP révolutionnaire où on pourra dire qu'il faut baisser la consommation de gaz et de pétrole, ça serait logique, ça serait du point de vue scientifique juste, mais il y a trop de blocages, y compris par des lobbies très puissants des entreprises pétrolières et gazières qui n'ont aucune envie de voir ces mentions dans un accord international. Donc c'est vraiment au niveau national et au niveau des collectivités qu'il faut agir, et on a les leviers pour agir sur la mobilité, sur le chauffage, sur l'agriculture, sur l'industrie. Donc il ne faut pas attendre la prochaine COP, il faut commencer dès maintenant. Ferghane Azihari, c'est au niveau national ou au niveau européen? Les deux? Je pense que le pouvoir aujourd'hui est entre les mains des États-nations, donc c'est eux qui ont in fine le dernier mot. Ensuite, à eux de créer les coopérations et les dynamiques multilatérales nécessaires pour décarboner l'économie mondiale. Maintenant, pour revenir au blocage, il faut comprendre aussi la psychologie des pays émergents. Moi, je voudrais qu'on fasse preuve davantage d'empathie, si vous le voulez bien. C'est-à-dire que le problème des blocages vient du fait que chaque fois qu'un pays émergent entend « on va réduire vos émissions de gaz à effet de serre », il entend « on va vous assigner à la misère perpétuelle ». Donc, il faut aussi rassurer ces pays, réaffirmer la légitimité. Pour l'Arabie Saoudite, la misère perpétuelle. Je ne parle pas seulement de l'Arabie Saoudite. Je parle pas de l'Arabie Saoudite, je parle de la plupart des pays émergents comme l'Inde, la Chine, les pays africains aussi qui sont en première ligne. Mais c'est comme ça qu'ils perçoivent le message. Donc c'est comme ça qu'ils perçoivent le message aujourd'hui. Et donc si on arrive avec un discours qui ne propose pas de solution concrète pour dire à ces pays on va vous permettre d'avoir un développement décarboné, c'est possible de concilier à la fois développement économique et décarbonation, je pense qu'on ira en effet. Alors, le pouvoir des États-nations. Je fais un focus là-dessus tout de suite et je propose à Quentin Calmet de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Quentin, bienvenue à vous, puisqu'on va parler de ce projet de loi pour accélérer le développement des énergies renouvelables qui a été adopté au Sénat, et les sénateurs étaient parvenus à un accord avec le gouvernement, notamment sur la question des éoliennes. Voilà, on change d'échelle, vous étiez sur le levier national, il est très important. Le Parlement français, exactement, parce que lorsque le texte est arrivé au Sénat,
Sénat, on a compris que la majorité de la droite et du centre ici au Sénat avait comme intention de remettre en place un droit de veto des maires sur l'installation de ces éoliennes, mais aussi des panneaux solaires et d'autres infrastructures de production d'énergie renouvelable. Il l'avait déjà fait lors de précédents textes, c'est pour ça qu'on s'en doutait. Et il faut le dire, le Sénat, Chambre des territoires, est élu à plus de 90% par des maires, notamment aux élections sénatoriales. Mais alors finalement, en séance, c'est un peu un coup de théâtre qu'on a vu le 3 novembre. Les sénateurs votent finalement un compromis avec le gouvernement. Exit le droit de veto pour laisser place à un autre dispositif. On parle maintenant de zones prioritaires d'implantation de ces infrastructures. Avec un avis conforme du conseil municipal, le maire fixe des priorités sur chaque type d'énergie renouvelable, mais ne peut plus s'opposer projet par projet. Alors le dispositif doit encore être éclairci. La ministre Agnès Pannier-Runacher l'a dit en séance que ça allait faire l'objet d'éclaircissements au fil de la navette parlementaire entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Mais on le comprend, les sénateurs de la droite et du centre étaient d'accord pour dire qu'il y avait bien urgence à développer ces infrastructures. Il a donc fait un pas vers l'exécutif. Patatras. La semaine dernière, le texte étant maintenant reparti à l'Assemblée nationale, on apprend que les députés, cette fois-ci LR, ils ne sont pas d'accord avec les sénateurs LR. Le patron de ces députés annonce qu'il veut réintroduire le droit de veto des maires quand le texte arrivera à l'Assemblée nationale. Écoutez, Olivier Marleix, très critique, c'était hier sur France Inter. Un texte totalement anachronique. D'abord, ça ne répondra pas au naufrage de la politique énergétique nucléaire. Il a été voté par les sénateurs LR. D'Emmanuel Macron. Pardon, si je me terminais ce que je veux dire. Ça ne répondra pas à l'urgence de la situation électrique, enfin de l'électricité en France qu'a créé le président de la République. Ce texte, il est totalement anachronique. On fait croire, c'est un moment de communication après la COP27 où on veut avoir l'air de prendre une initiative. C'est un texte, j'allais dire, qu'aurait pu prendre Madame Royal il y a 10 ans, quoi. D'ailleurs, c'est pas très surprenant. En fait, Madame Borne était sa directrice de cabinet. Donc voilà, ce texte, c'est un texte de relance de l'industrie allemande de l'éolienne et de l'industrie chinoise du panneau photovoltaïque. Voilà, donc ce texte sur les énergies renouvelables, on l'a compris, a été adopté au Sénat. Il est donc maintenant en train d'arriver à l'Assemblée nationale. Le gouvernement espère que les députés LR vont se ranger sur l'avis des sénateurs LR. Écoutez Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, c'était la semaine dernière sur notre plateau. Les sénateurs sont très proches des élus municipaux. Et il vous a pas échappé qu'ils étaient... Ce que je veux dire, c'est qu'il vous a pas échappé que certains d'entre eux étaient entrés dans l'hémicycle avec l'idée que la bonne solution, c'était un droit de veto. Puis vous avez des associations d'élus qui ont expliqué pourquoi ça leur semblait être une mauvaise idée. Je pense que quand les Républicains, à l'Assemblée nationale, vont entrer dans le détail du texte et vont échanger avec leurs collègues du Sénat, ils comprendront pourquoi c'est une fausse bonne idée. Alors justement, Christophe Béchu qui parle des maires, ça tombe bien, le congrès de l'Association des maires de France s'ouvre cette semaine. Alors l'AMF est sur un entre-deux. Écoutez David Lisnard, le président de l'Association des maires de France, ce matin sur notre plateau. Ce qu'on avait dit avec l'AMF, c'était de dire que d'abord, on n'était pas favorable au droit de veto en co-visibilité. Parce qu'au départ, il y avait des textes pour permettre aux maires des communes voisines de l'installation des équipements d'exprimer un droit de veto. Donc l'AMF a dit non. En revanche, on ne veut plus perdre notre pouvoir d'urbanisme. Ce qui a été trouvé avec Françoise Gatel, avec qui on travaille très bien, c'est en fait de revenir un peu aux zones de développement de l'éolien. Mais ce qui n'est pas évident non plus, parce que vous dites dans une commune, voilà le secteur où là on peut mettre de l'éolien, voilà on n'en met pas, sur quels critères, pourquoi tel type de population peut avoir une éolienne pas très loin. Alors, il y a eu des avancées dans ce texte importantes, et moi je pense qu'on va trouver un compromis acceptable à l'Assemblée nationale et au Sénat. Alors, l'Assemblée nationale s'empare de ce texte à partir du 5 décembre prochain. Problème, ça va venir un petit peu entrechoquer comme ça la présidence du parti LR, ce qui ne va pas aider pour résoudre l'équation. Évidemment, ça va compliquer l'équation. Merci Quentin, on en reparlera évidemment demain puisqu'on sera en direct, en tout cas depuis le congrès des maires de France. Ronan Dantec, ce compromis qui était né des discussions au Sénat, on le voit bien, il risque de ne pas survivre à la politisation des débats à l'Assemblée. Ça vous désole ? Alors, les COP, c'est compliqué. Mais alors, le droit de veto des maires, c'est encore plus compliqué qu'une COP. Non, moi, je pense qu'au Sénat, on a bien avancé. Moi, j'ai passé un amendement aussi pour redonner à la région un rôle de
renforcement de visibilité sur justement ces zones de développement de l'éolien. Le texte n'est pas calé. Dans certains articles, on parle de zones prioritaires, dans d'autres de zones propices. Enfin, donc, il y a besoin d'y revenir, de mettre le SCOT probablement, schéma de cohérence territoriale, plus au cœur de la stratégie. Mais je crois que ce qu'il faut dire, et ça fait écho à notre discussion précédente, qui me semble un peu inaboutie, mais elle est compliquée, c'est que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est un peu un narratif sur les COP, au-delà de dire ça a avancé, ça a reculé, ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe à l'échelle mondiale ? Parce que il faut agir localement. J'étais pendant 15 ans le représentant des collectivités du monde dans les COP. Évidemment, l'action, elle est au niveau local, on a une capacité forte d'agir. Et après, il faut qu'entre les États, les grands blocs comme l'Europe et le monde, tout ça soit en cohérence. Ce qui est extrêmement compliqué, puisqu'avec l'ONU, ça fonctionne au consensus. Il y a même des guerres actuellement en Europe. Et tout ça, c'est la même histoire. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a 2 grands leviers pour atteindre la stabilisation des émissions au plus proche du 1,5 et effectivement, comme l'a très bien dit Anne Bringot, garder le 1,5, c'est dire même si à un moment on passe au-dessus, il faudra redescendre le plus vite possible vers le 1,5 et c'est pour ça que ce cap du 1,5 est important. Il y a 2 grands vecteurs aujourd'hui. Très vite, on est à la fin du débat. 2 grands vecteurs. Un, les énergies renouvelables, c'est le sens du texte qu'on a discuté. À l'échelle mondiale, si on sauve la planète, ça sera par les énergies renouvelables. C'est aujourd'hui le moins cher. Le nucléaire. C'est là-dessus, oui, d'accord. Alors, on a déjà fait le débat plusieurs fois sur ce plateau. Nucléaire, contre l'énergie renouvelable, on ne va pas le refaire maintenant. 0,2% des investissements mondiaux, le nucléaire. Bon. On arrête avec les gadgets. À tort. Oui, d'accord. Bon, mais ça, on n'aura pas le temps de ce débat, messieurs. Non, mais on a la Chine investit massivement, l'Europe investit massivement sur le renouvelable. C'est pas cher. C'est moins cher que le fossile. C'est l'avenir du monde. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la régulation mondiale. Et là, la taxe carbone aux frontières dit toutes les grandes économies mondialisées devront aller sur les mêmes finalement objectifs climat si on veut que la mondialisation reste. C'est les 2 grands leviers aujourd'hui, plus les enjeux de développement et notamment vis-à-vis de l'Afrique et la solidarité internationale. C'est ça le cadre de la COP. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vois bien que l'une et l'autre, vous vouliez encore développer les arguments, mais bon, voilà, les 45 minutes sont écoulées. Merci encore, Feria Nazihari. Je rappelle le titre de votre livre, Les écologistes contre la modernité. C'est publié aux éditions Presse de la Cité.